Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode du podcast CS et aujourd'hui on accueille Gaël Faury que je vais se laisser se présenter. Salut, merci pour l'invitation. Je suis Gaël, fondateur de Setup Performance et j'accompagne les staffs et les athlètes sur des solutions, que ça soit sur de la performance ou de la réhabilitation. Du coup, je t'ai préparé quelques petites questions pour aujourd'hui, dont tu n'avais pas connaissance avant. Première question, si tu pouvais résumer simplement en quoi consiste l'iso inertiel. L'iso inertiel, c'est quelque chose qui est assez abstrait, mais qui, quand on le regarde, c'est assez simple. L'iso inertiel, c'est un outil, sans rentrer dans les détails, c'est un outil qui s'adapte à ce que tu es capable de faire. C'est un outil qui est tout le temps en tension, donc en fait, tu travailles tout le temps. Et c'est un outil qui est adaptatif et global. Ça veut dire que d'habitude, on nous dit tout le temps, ouais, on doit faire des choix. Je ne peux pas développer plusieurs qualités en même temps. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de différentes choses. Et l'avantage de l'iso inertiel, c'est que comme ça couvre l'ensemble du cycle étirement, raccourcissement, que ce soit des différents régimes de contraction, ben en fait, tu arrives à englober, à monter une qualité sans déséquilibrer les autres. Et c'est ça aujourd'hui qui est vraiment intéressant. Du coup, toi, c'est un outil vraiment que tu implémentes de façon quotidienne avec les athlètes que tu Ouais. suis. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas une obligation et j'aime pas m'enfermer dans un outil et me dire ok, la solution unique c'est ça. Par contre, c'est un outil qui coche énormément de cases et qui amène des résultats, que ce soit en termes de temps ou en termes de progrès, qui fait que bah, si on peut l'utiliser, on le met en place. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu concrètement ce que ça change l'utilisation de l'iso inertiel par rapport à une séance de muscu standard ou une muscu standard, on va dire. Ok. En fait, quand tu prends une haltère ou quand tu fais ton squat, il y a des moments dans ton squat où tu vas moins forcer. L'exemple, tu es debout avec ta barre, tu forces pas. La barre, elle est sur tes épaules. Et par contre, quand tu es en bas, c'est très dur pour la plupart des gens. Euh, et tu vas faire tes séries, et par exemple, tu vas faire tes répétitions, et tu vas faire 10 reps. Et sur ces 10 reps, les 4 premières vont être faciles, après, ça va être plus ou moins dur. Et généralement, tu as les 2 dernières qui sont très difficiles. Et le problème, c'est qu'au début, tu ne travailles pas, et à la fin, tu es presque en surcharge. Tu vois. Donc là, en fait, ce qui se passe avec l'iso inertiel, c'est que ça s'adapte. Et imagine, je te mets euh, une très grosse charge sur les premières, puis au fur et à mesure que tu fatigues, en fait, c'est comme si la barre, elle enlevait des kilos de manière autonome. Et donc, en fait, tu es tout le temps dans le bon curseur de développement en fonction du cadre que tu as décidé, parce que tu ne le fais pas au hasard, et tu choisis de cibler une qualité ou une dominance qui fait que bah, tu restes quand même dans une efficacité de travail. Et du coup, tu agis directement avec la fatigue à un instant T de ton athlète en fait. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'athlète, on l'observe chaque fois que d'un spectre ou d'un point de vue. Et l'avantage de l'iso inertiel, c'est que ça va venir l'évaluer de manière globale, que ce soit sur son système nerveux, sur ses systèmes métaboliques, sur sa capacité structurelle ou contractile. Et donc, l'avantage, c'est que ça autorégule à partir de ces 3 domaines. Et donc, en fait, on n'a pas de vide ou de. Parce que le problème, c'est que quand on veut trop évaluer, trop monitorer, on se perd dedans et on n'a pas le temps de le faire. Là, l'avantage, c'est que ça se fait de manière autonome. La machine, en fait, c'est son principe de fonctionnement. Intéressant. Pour refaire le lien avec ce que tu disais un petit peu sur le parallèle avec un squat, on peut comparer ça un peu avec une machine qui va plutôt être à dominance à forte tension de contraction ou forte tension d'étirement. Et là où du coup tu vas être assez bien réparti, on va dire, de cette façon-là sur la totalité du mouvement. Ouais, c'est ça. En fait, tu auras l'ensemble du mouvement qui sera en charge et qui va s'adapter. Et l'avantage, c'est que ce mouvement-là, il va être cadencé ou rythmé. Et donc, en fait, on va donner du sens. C'est comme si je te disais, OK, on apprend une nouvelle langue et je te donne plein de mots. Par contre, tu sais pas faire de phrases. Tu vois, et ça, c'est l'inconvénient aujourd'hui que je vois avec la prépa physique, ou du moins la musculation. C'est que, ben, ok, je fais les bras, je fais les pecs, je fais le bas du corps, je fais de la force. Ouais, mais quel type de force? Ouais, aujourd'hui, je fais de l'hypertrophie. Ouais, mais c'est quoi? C'est-à-dire que si ces choses-là, elles sont pas coordonnées dès le départ, parce que j'ai du mal à croire de me dire, ok, j'isole, et après, ça se remettra en place au fur et à mesure. C'est un modèle qui fonctionne, parce qu'il y a quand même des résultats, mais je me dis, si dès le départ, en fait, on met du sens, bah, forcément, tu y arriveras plus vite, plus rapidement, et tu auras peut-être moins de difficultés en fait, à le mettre en place. Donc,
pour prendre la métaphore, c'est au lieu de te donner juste des mots, comme on a à l'école malheureusement, et après tu te débrouilles, allez, je te jette et t'apprends à parler, ben en fait c'est ok, je te mets dans une situation et je te mets directement dans un contexte où en fait tu as besoin directement de faire des phrases et les mots viennent en fait, tu vois. Et avec l'ISO inertiel, c'est un peu ça qui se passe. Justement, par rapport à ça, je relis juste mes notes en même temps parce que j'avais plein de questions. On voit un peu tout et son contraire maintenant sur, enfin beaucoup dans la prépa physique. Comme tu disais, il y a beaucoup de mots séparés, mais peu arrivent à enchaîner des phrases, on va dire, derrière. Et là, du coup, moi, je m'étais posé la question si est-ce que on voit pas des fois le prisme du mauvais côté entre est-ce que je cherche à exploiter ma force, par exemple, parce que pour moi, ça reste la qualité mère, sans force, tu fais pas grand-chose à côté, ou est-ce que je m'occupe plutôt des contraintes que j'ai euh, avant. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Ben, en fait, je vais te dire les deux. Parce que la force peut pas s'exprimer tant qu'il y a des contraintes. Et les contraintes sont présentes parce qu'il n'y a pas assez de force. Parce que c'est un mécanisme de compensation et que s'il n'y a pas de force, il faut mettre quelque chose. Tu vois. Donc, moi ce que j'aime beaucoup raisonner, c'est raisonnement par principe premier. Et de me dire, ok, imagine un domino, un château de cartes. Si je dois mettre en place quelque chose, déjà la première chose, c'est une direction. Donc, aujourd'hui, prépa physique, prépa athlétique, enfin, je le mets en guillemets parce qu'on on n'a pas forcément de mots pour le dire. La seule chose, c'est je mets en place des outils de développement pour l'athlète pour qu'il performe dans sa discipline. Et là-dedans, tu englobes tout ce que tu veux. Le physique, le mental, voilà. Et donc, du coup, une fois que tu mets ça en place, c'est derrière de te dire, ok, qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois, et par quoi je commence. Et on doit faire des choix parce qu'on n'a pas le temps, parce que on a des échéances et on a aussi des profils, parce qu'il y a des athlètes qui réagissent mieux à un type de chemin plutôt qu'un autre, tu vois, si on reste dans une métaphore plutôt imagée. Et donc, c'est ça où aujourd'hui tu te dis, voilà pourquoi je raisonne de cette manière, mais je sais pas si j'ai répondu totalement à ta question. Si, carrément. Carrément, mais du coup, ça en déclenche une autre. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un corps, chez un sportif, chez un athlète, peut être défini comme robuste, comme complet, on va dire? Hmm. En fait, si tu veux, enfin, il faut reprendre les principes du vivant. Le corps, il est là pour répondre à une seule chose, c'est la survie. Il cherche ce qu'on a un peu dégradé en termes de sens, l'homéostasie. Cette homéostasie, c'est pas un équilibre, c'est une recherche, c'est une adaptation à la survie. Tu vois, et ça, c'est Damasio qui en parle. Et l'être humain, il est là, que ça soit au niveau social, au niveau psychologique, etc. C'est une recherche constante de survie, et cette homéostasie, elle, c'est en fait le chemin là-dessus, ou du moins ce curseur-là, tu vois. Donc, une fois que je mets ça en place, la différence entre quelqu'un qui travaille, qui vient au sport pour se vider la tête, pour se sentir en meilleure santé, et un athlète, c'est juste leur environnement qui change, tu vois. Et donc, il y a un environnement qui est peut-être moins intense dans certains domaines. Tu vois, tu prends un cadre dirigeant, il va avoir un stress, des dettes de sommeil, des dettes qui vont aussi, tu vois, dégrader le fonctionnement du corps. Et là, il doit y répondre. Et le sport est un outil pour l'aider à mieux s'adapter ou mieux répondre à son environnement, tu vois. Et l'athlète, ben, c'est une logique interne de discipline, des environnements changeants, des jet lag, des compétitions, etc. qui font. Et donc, en fait, si on voit les choses de manière globale, je ne te parle pas de qualité, je ne te parle pas de planification, de périodisation, c'est juste de me dire, ok, ça c'est le résultat et j'ai pas le choix. C'est qu'aujourd'hui en foot, pour gagner un match, il faut un but d'écart de ton côté. Je sais pas comment tu le fais, mais c'est ça la base, tu vois, c'est pas oui, j'ai fait du Nordic Curl pour mes ischios ou j'ai fait de la visualisation ou j'ai fait de l'analyse vidéo, on s'en fout, tu vois. Enfin on s'en fout. C'est C'est juste le résultat qui parle. ouais, c'est le résultat, tu vois. Et la dernière fois là, je regardais je crois que c'était au championnat du monde d'athlé. Il disait ouais, c'est le championnat du monde qui s'est couru, je sais pas, le plus lentement. En soi, on s'en fout, tu as été champion du monde. Parce que c'est pas le chrono qui fait ta médaille, c'est tu as été le premier sur la course, tu vois. Et parce qu'il y a des contraintes, parce que la piste, parce que le vent, parce que le jet lag, quand tu as une compétition à Tokyo et que la plupart des athlètes viennent d'Europe ou des États-Unis, ben, ils ont tous des contraintes environnementales et jet lag qui sont là-dedans. Et donc, du coup, quand tu parles d'un corps robuste, c'est un corps qui est capable de
pas compenser, parce que compenser, en fait, on l'a dégradé, ce mot, tu vois. C'est-à-dire compenser dans le bon sens du terme, parce que compenser, ça veut dire que je me mets dans un mode par défaut dégradé et je reste dans ce mode-là. Alors que l'homéostasie, c'est je reviens à mon état optimal de fonctionnement qui n'est pas stable et qui, une minute après, une heure après, une semaine après, sera à nouveau un nouveau mode, tu vois. Et donc, en fait, on a un renouvellement, entre guillemets, global. Et c'est ça, pour moi, je pense, qui fait aujourd'hui, en fait, un corps robuste et qui fait qu'un athlète, il va durer dans le temps. Et la différence entre les très grands athlètes qui sont là depuis 10 ans et qui sont sur un podium chaque année, chaque compétition, et des bons athlètes qui sont en Coupe du Monde, qui ont leur place, tu vois, et on n'enlève rien à leur performance, bah, il y a des moments où peut-être ils vont se louper, où ils vont être top 10, top 15, ce qui est déjà exceptionnel, tu vois, pour le commun des athlètes, tu vois. Mais par contre, là-dessus, on est sur un corps qui est ultra optimisé, ultra robuste. Et aujourd'hui, en fait, on oublie un peu ces échelles de valeur, ou du moins ces paliers ou ces progressions. Ça veut dire que un athlète, il peut être au niveau régional. Tu es dans un processus de performance. Par contre, il faut garder en tête que, ok, pour l'instant, tu n'as pas intégré certains paliers ou certains niveaux euh, de compétences, tu vois, qu'ils soient biologiques, physiologiques, musculaires, enfin, psychologiques, tu vois. Et derrière, tu emmènes derrière la suite. Très complet, merci. Dans ton approche, l'iso inertiel sert à développer la performance ou plutôt à améliorer la qualité du mouvement? Les deux, c'est la même chose. Enfin, si ta logique interne, c'est d'améliorer ton mouvement, bah oui, tu vois. Mais encore une fois, l'iso inertiel, je l'utilise pour ce que j'ai envie, tu vois. Je l'utilise pour récupérer, je l'utilise pour avoir de la libération hormonale quand j'en ai besoin, je l'utilise pour de la qualité tissulaire, du meilleur rebond, du gainage, de la force. Quel type de force, tu vois? En réhab, du coup, c'est quelque chose que tu exploites aussi Ouais. Je pense que c'est l'outil qui s'adapte le mieux et en réhab, on est très frileux. On travaille avec les kinés, avec les médecins. C'est assez codé, assez documenté et c'est difficile en fait de. C'est paradoxal parce que chaque athlète est unique et on l'oblige à rentrer dans un protocole parce que comme c'est risqué, on est. En gros, c'est. Enfin, on est obligé parce que si on documente pas, si on sait pas ce qu'on fait, ben, le protocole il est là quand même pour coller un cadre et avoir des marqueurs. Et le problème, c'est que l'athlète, lui, il a son chemin et parfois c'est difficile de le faire rentrer dans une boîte ou dans un chemin qui n'est pas le sien. Et l'iso inertiel, le fait qu'il y ait une certaine flexibilité, une certaine capacité d'adaptation pour l'athlète, ça te permet quand même d'avoir justement ce curseur qui fait que l'athlète, il retrouve du sens directement et ça s'adapte à lui. Après, ça, c'est un peu le problème maintenant qu'on a avec les parcours de soins. Moi, je parle surtout pour la France, Mm. où on aime bien mettre les gens dans des cases et qui sortent pas trop de ces cases-là, parce que s'ils sortent de la case, ça veut dire qu'on part dans une zone inconnue. Mm. Et souvent, les professionnels de santé n'aiment pas les zones inconnues. Ouais, mais parce que si on est dans l'inconnu, il faut du temps, il faut de l'observation, on peut se tromper. Et quand on parle de santé, se tromper, c'est pas une option. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand je te fais tester des médicaments ou qu'on teste tu vois que tu as une maladie, tu veux un résultat. C'est pas ouais, on a essayé de faire de notre mieux. Non, tu vois. Donc c'est aussi ces deux mondes-là qui se croisent, qui sont sur la réhab et qui font qu'il y a un côté où on est dans de la médecine, dans de la santé, et c'est la priorité parce que maintenir l'intégrité physique d'un athlète, c'est la priorité. Mais nous, on a pas le problème de riche, mais nous, on veut le faire revenir à de la performance, tu vois. Alors que, bah, tu vois, tu prends l'exemple Lindsey Vonn, là, sur les derniers JO, elle, elle aurait eu son genou normal, elle revenait à une vie normale, elle aurait eu certainement des adaptations, des séquelles, parce que un genou comme ça qui est polytraumatisé, c'est quand même pas rien. Mais en gros, elle s'est rajouté une charge. Et là, la réhab qu'elle se met, enfin, c'est une douleur quotidienne quand même à aller chercher. Elle dépasse une certaine limite et une zone de confort. Bah, elle était peut-être pas obligée de le faire. Mais parce qu'elle avait un rêve, elle avait un objectif, elle avait une volonté de performer. Et quand je te parlais de l'athlète des vraiment 1% qui sont vraiment sur les tops, bah, ça fait partie aussi de leur qualité. Tu vois. Et il y a des choix, il y a des médecins. Ils ont aussi une attention et des moyens différents. Et ça, il faut pas l'oublier, tu vois. Carrément. Après, c'est toujours bien d'avoir, enfin, je pense, tous les coachs prépa, préparateurs athlétiques, peu importe le nom qu'on met dessus, mais
avoir une bonne équipe médicale à qui se référer autour pour pouvoir être assisté pour des athlètes, des clients, et pouvoir mieux rediriger, mieux comprendre aussi ce qu'ils font. Mais après, des fois, la barrière, elle est un peu. On peut se heurter des fois à une barrière, tu vois, par Ouais. rapport à ça. Bah, en fait, c'est surtout une barrière de communication. Parce que on fait pas le même. Enfin, on travaille pas sur le même domaine, tu vois. Donc, mais par contre, c'est deux domaines qui sont étroitement liés. Donc, en fait, le problème, c'est de trouver des gens avec qui on peut discuter, qui ont une capacité d'expliquer ce qu'ils font. Parce que par moment, le système de soins en France, il est tellement sous tension que les médecins, ils ont peut-être pas le temps à accorder aussi, tu vois. Et nous, on n'a peut-être pas aussi le niveau ou la capacité de compréhension, tu vois. Et c'est pour ça que ça te demande, toi, en tant que coach, de pousser tes connaissances théoriques ou du moins de compréhension qui sont peut-être pas nécessaires pour faire de la prépa, tu vois, d'aller aussi loin sur des cycles enzymatiques ou des choses vraiment de médecine, tu vois. Et de l'autre côté, eux, il faut qu'ils arrivent à vulgariser et à adapter les infos qui sont simplement pertinentes pour toi. Et quand ça fonctionne, ça se coordonne très bien. Et c'est pour ça qu'il y a les kinés du sport, les médecins du sport, et qu'il y a aussi une partie expérience et expertise, où un médecin qui fait ça depuis 20 ans, 30 ans, il a aussi appris à travailler et à comprendre ses interlocuteurs, et ça se met de manière très fluide. Et enfin, je pense que la suite va aller dans ce sens-là. Et c'est, en tout cas, sur les cellules où ça fonctionne, on voit les résultats. Les grands athlètes, ils sont pas là par hasard et parce qu'ils ont. Donc, ça fonctionne quand même bien. Carrément. Après, je pense que, comme tu disais, tu vois, le coach, le prépa devrait peut-être avoir juste l'appétence d'aller chercher un peu de la théorie, peut-être pour comprendre un petit peu là-dessus, tu vois. J'ai mon associé pardon, qui répète tout le temps la compréhension précède l'exécution. Mm. Et je trouve ça très, très vrai, tu vois. Ouais, après, en fait, moi, je pense que c'est pas grave de se tromper ou de pas savoir. Et après, il y a un côté très français, parce qu'on est dans ce système d'éducation-là, où on veut, on doit tout comprendre avant de passer à l'expérimentation. Hmm. Tu vois, Après, il y a c'est des fois, l'ego parle aussi là-dessus. ouais, mais tu prends l'exemple, je sais pas, quand tu vas à la fac, d'abord tu apprends tous les bouquins par cœur et après tu fais des stages. Tu vois? Ouais. Et donc du coup, la barrière à l'entrée, elle est plus ou moins difficile et il n'y a que certains profils à qui ça fonctionne. Tu prends l'exemple de la médecine, ben, tu passes par PACES qui est très difficile d'un point de vue scolaire enfin, là-dessus. Et après, tu vas faire tes stages, etc. Ce qui en soi est logique puisque tu es dans la santé, etc. Tu vois? Mais donc, derrière, il y a d'autres écoles, enfin, les Américains, les pays style Suède, Norvège, etc. Eux, ils ont un peu viens, essaie, je vais juste adapter ta zone d'essai pour pas que tu te retrouves dans quelque chose de dangereux ou au contraire que toi tu te fasses dépasser. Et c'est parce que tu as mis le doigt sur des choses sur le terrain, tu vas peut-être aller les chercher, tu vois. Et c'est ça aujourd'hui où les coachs, s'ils n'ont pas le temps de s'accorder des moments pour pouvoir aller chercher, ça aussi c'est compliqué, tu vois. Et donc, il y a les coachs qui ont aussi les bonnes personnes pour avoir les situations où ils vont se questionner, tu vois. Parce que aujourd'hui, tu fais ton diplôme, un diplôme jeunesse et sport, il y a énormément de pratiques, énormément de stages, tu vois. Mais derrière, c'est OK, c'est le démarrage. Et après, tu vas pratiquer et tu vas avoir une certaine forme de formation continue. Mais tu n'as peut-être pas besoin d'avoir autant d'exigences. Enfin, d'exigences. Le coach en lui-même, il va se dire, là, je dois gérer mon marketing, je dois gérer ma salle, je dois avoir une vie. Et donc, il se dit, là, j'ai quand même un modèle ou un système qui fonctionne avec les clients que j'ai. Là où, en fait, la différence avec les athlètes de haut niveau ou les athlètes de la performance, c'est que l'athlète, il ne se contente pas d'un résultat. Il y a une recherche continue d'excellence. Et cette recherche continue d'excellence passe par une mise en danger, tu vois, ou du moins un inconfort. Et donc l'athlète et son coach et son staff, tout le monde est dans cette logique-là de dire, on ne sait pas, mais par contre, on va faire en sorte que ça fonctionne, tu vois. Et derrière, c'est là où c'est un paradigme différent. Et je pense que la plus grosse différence là-dedans, c'est aussi une question de honnêteté et de confiance. Tu vois? Parce que l'ego au-dessus, l'ego en fait c'est un sparadrap que tu mets sur des choses que soit tu veux pas t'avouer,
donc l'honnêteté, soit où t'es pas sûr. Et donc tu mets de l'ego pour bluffer, tu vois. Donc en fait, une fois que tu as mis ça en place en disant, ok, je suis honnête sur où je veux aller et ce que je dois faire pour y aller, et aussi de ce que je sais pas et la réalité. J'observe correctement les choses. Après, je suis confiant parce que je sais que je peux y arriver, ou je sais que je peux retrouver les ressources, tu vois. Et ça, quand tu communiques ça à ton athlète, on en revient à la même chose, c'est que je suis honnête, ça je sais pas le faire, viens, on va aller voir un autre staff. Et par contre, viens, je te montre que tu peux avoir confiance en moi et que je vais t'accompagner correctement. Et l'athlète, lui, c'est le chef d'orchestre de tout ça. Mais dans cette logique-là, il a besoin en fait de avoir un peu tout le monde qui est dans cette dynamique-là. Et derrière, cette recherche d'excellence, elle est quand même commune à tout le monde, tu vois. Et la recherche d'excellence, c'est pas collectionner des livres, c'est, tu vois, c'est du détail. C'est, je vais aller fouiller quelque chose, je vais aller expérimenter, je vais aller me former, je vais aller discuter avec du monde. J'en sais rien, c'est dans les détails, tu vois. Mhm. Donc, ouais. Carrément. Hyper intéressant. Pour revenir plus sur la partie athlète, avant de parler de charge ou d'intensité avec les athlètes avec qui tu travailles, qu'est-ce que tu regardes en premier, toi, chez ces personnes-là? Hmm. Ouais, en fait, je regarde beaucoup de choses. Je regarde beaucoup de choses. Mais en fait, je me rends compte que, en fait, ce qu'il faut, c'est que ton point d'arrivée est ton premier point d'observation. Tu vois. Qu'est-ce qui te manque pour performer? Et donc, une fois que je suis là, ok, il y a une vision mentale, psychologique, biomécanique, musculaire. Et dans le musculaire, je le détaille, les différents leviers de force, les différents leviers d'endurance. Pourquoi les cinématiques énergétiques, métaboliques, tu vois. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu t'alimentes correctement? Est-ce que ton environnement est ok? Est-ce que tu dois faire 3 heures de route pour aller t'entraîner et dans ce cas-là, il y a aussi une charge? Est-ce que tu as une certaine forme de pression, d'exigence? Tu as des profils de fonctionnement qui sont assez globaux et que tu retrouves et qui sont en fait des nuances de toutes ces sphères-là. Après, tu as d'autres fonctionnements qui sont sur le système nerveux, sur comment en fait le corps fonctionne de manière primaire et qui fait que ça te donne une carte. Et en fait, l'objectif, c'est de relier les deux extrémités, la logique de la performance et ton fonctionnement, tu vois. Et en fait, quand tu mets les deux, tu te dis, ok, c'est quoi mon plus gros, enfin, principe premier, c'est quoi mon plus gros levier? Et est-ce qu'il y a un levier qui actionne en amont? Et en fait, tu vas là-dessus. Et ça demande beaucoup de confiance parce que quand je te dis que, ouais, mais c'est parce que, en fait, enfin, là, tu t'entraînes et qu'on est au printemps et qu'il y a les pollens et c'est pour ça que tu récupères pas avec ta tendinite, l'athlète, il comprend pas le lien que tu fais, Le lien, ouais, bien sûr. tu vois. Mais par contre, ça joue dedans. Et tu dis, ah, ok, ben, est-ce qu'on peut aller voir avec un médecin qui va s'occuper de ça? Est-ce que, du coup, c'est logique que je te mette en surcharge ou en, tu vois? Et du coup, je t'ai pris les opposés, les plus gros. Mais du coup, l'athlète, c'est pareil. C'est est-ce que si je te fais toujours t'entraîner à 8 heures alors que peut-être que toi, tu as besoin de t'entraîner à un autre moment, euh, tu vois, il y a plein de choses qui sont assez abstraites de l'extérieur, mais qui, quand on regarde au niveau cellulaire, ou du moins vraiment ce qu'est le corps, en fait, ça a une logique et un sens, tu vois. Et donc, une fois que tu mets ça en place, ben, tu articules les outils autour, ou la manière les principes, tu vois. Et derrière, l'athlète, tu lui expliques de manière simple. Et après, généralement, il s'y retrouve. Après, s'il veut un résultat rapide, généralement, il prend pas cette logique-là. Parce que ça demande quand même déjà de s'avouer qu'on a des choses qui vont pas. Et le but de l'entraînement, c'est pas forcément de te flatter tout le temps. Le but, c'est de travailler sur des choses que tu as besoin de progresser. Et tu vois, il y a certains profils psychologiques où il vaut mieux, des fois, pas trop appuyer sur les faiblesses et plutôt encourager, ou au contraire, d'autres profils où il faut justement aller du détail, amener de la data. Enfin, il y a plein de choses à. La manière de le faire est différente. J'imagine, Mm. j'imagine. J'ai une dernière question. C'est une question un peu globale, donc elle peut être un peu fourre-tout. C'est chez un athlète, qu'est-ce qui, selon toi, fait vraiment la différence sur le long terme? Ah, c'est sa tête. Mais c'est sa tête, c'est comment il se sent dans ses baskets.
Parce qu'il peut t'arriver ce que tu veux. Tu peux avoir des erreurs d'arbitrage. Tu peux avoir des choix de vie. Tu peux avoir des difficultés, je sais pas, ton club il ferme ou t'as plus les mêmes, la salle où t'étais, la mairie te la met plus. Enfin, tu vois, on est quand même dépendant de beaucoup de facteurs. Tu vois, les élections, le maire il change, il choisit, il poussait le foot et maintenant voilà. Donc il y a plein de choses là-dessus. Tu dois partir faire tes études, enfin, tu découvres que tu as d'autres envies. T'as plus envie peut-être de te consacrer autant, ou au contraire, tu veux mettre tes priorités. Et en fait, ce qui compte, c'est l'alignement et le pourquoi tu le fais, tu vois. Et en fait, il n'y a que l'athlète qui peut le décider. On peut l'accompagner, l'aider à construire une réflexion, un cheminement. Et ce cheminement, en fait, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Tu vois, c'est j'avance et comment je réajuste et j'analyse les choses. Après, il ne faut pas non plus trop analyser, tu vois. Ça, c'est selon les personnalités. Mais par contre, ce qui fait que l'athlète il dure, c'est ok, je sais pourquoi je me lève tous les matins, je sais où je vais, je sais pourquoi je travaille avec une personne, je sais pourquoi je fais mes choix, je sais pourquoi je choisis ce calendrier. Tu vois, et en fait, c'est toujours pourquoi je le fais. Tu vois, pourquoi je le fais de manière factuelle ou de manière spirituelle, je sais pas, tu vois, en termes de motivation profonde. Et tu vois, c'est ok, il y a des athlètes qui font ça parce qu'ils veulent de la reconnaissance, parce que il y a une attente familiale. Mais en fait, si tu es OK avec ça et que tu le sais, bah, ça se fait de manière fluide et les motivations peuvent varier, tu vois. Un athlète qui a 16 ans, bah, peut-être qu'il va se dire ah ouais, mais parce que mes grands frères font ça, et tu te retrouves à performer, alors qu'à 23 ans, c'est ouais, mais en fait là, il y a des JO, tu vois. Donc c'est un peu, je pense, ça. Trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Top. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Et on se retrouve sur une prochaine sur le podcast CS.